Oui, 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 putain, ça c'est un bon film, ça c'est un film qui mérite qu'on fasse un Marvel Cinematic Universe. C'est pour faire ce genre de film que le Marvel Cinematic Universe est censé exister. Putain, ça c'est créatif, ça c'est grand, ça donne envie de le suivre, bordel, ça c'est réussi. Ça c'est fait avec sérieux, avec investissement, quelqu'un qui a envie de faire quelque chose d'intéressant et pas juste une bouse de divertissement moyen lambda de merde. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Bonjour tout le monde, nous allons parler de Black Panther, réalisé par Ryan Coogler, le meilleur réalisateur américain à l'heure actuelle, qui a incroyablement ravivé la franchise Rocky, putain je mélange tout, et qui revient cette année avec le premier opus dédié à Black Panther, après qu'il ait fait une apparition dans Captain America Civil War, et qu'il ait été évoqué rapidement à d'autres endroits. On parlait du Wakanda aussi dans Avengers 2. L'histoire prend place après les événements de Civil War d'ailleurs. Le prince T'Challa revient au Wakanda, donc la nation africaine camouflée au milieu d'une fausse forêt, et qui prospère depuis des millénaires et des millénaires parce qu'elle est construite autour du vibranium, pour prendre donc la succession de son père très officiellement et suivre tout un rituel qui fait de lui le roi du Wakanda. Et il va se voir confronté dès l'accession au trône à un énorme souci, le retour de Ulysse, le méchant joué par Andy Serkis qu'on avait déjà vu apparaître dans Avengers 2, qui est un trafiquant de vibranium et qui donc est un ennemi du Wakanda puisque c'est là-bas qu'il y en a, et un nouvel ennemi, quelqu'un du nom de Eric Killmonger, un jeune homme qui vient de Auckland et qui semble avoir des vues sur le trône du Wakanda lui-même, et donc devenir l'opposant direct de Black Panther, qui juste après donc avoir obtenu son trône va devoir le mériter et se battre pour le réobtenir. Ce qui est déjà la base de ce qui fait que j'adore ce film, c'est pour une fois un mec mérite ses pouvoirs. Il tombe pas dessus par hasard, il les mérite. On avait eu un petit peu de ça avec Doctor Strange, qui avait aussi dû galérer pour mériter ses pouvoirs et pour devenir un héros, mais la plupart du temps un héros tombe sur ses pouvoirs au hasard, ou alors on lui offre, ou bien il le développe, genre Iron Man, mais du coup il y a un petit peu moins de côté tu mérites, quoi. C'est t'as fait des recherches et tu l'as eu, quoi. Lui pour le coup il doit vraiment prouver qu'il a une valeur, il doit prouver qu'il est digne d'être le roi du Wakanda, et c'est déjà quelque chose qui aide à rentrer dans ce film. En beaucoup de points, par exemple au niveau de l'univers également, hein, mais avec cette ville qui est très importante, et surtout au niveau de ce thème des pouvoirs et de mériter ses pouvoirs, pour quelqu'un qui en principe est censé être un monarque, est censé avoir le pouvoir, c'est assez proche de ce qu'avait fait Thor. Mais comme beaucoup de gens ont du mal avec Thor, j'essaie de pas trop en parler, je vais plutôt me rapprocher de Avengers, parce que pour moi c'est le meilleur film du MCU avec et depuis Avengers. Je crois qu'on n'a pas fait de meilleur film du MCU depuis tout ce temps-là, et c'est pour ça que je suis content, c'est putain, enfin, cette saga sert à quelque chose, quoi. Le truc qui m'énerve avec le MCU, c'est que c'est moyen. Et tu fais pas la plus grande saga de l'histoire du cinéma, le truc qui coûte le plus cher et qui rapporte aussi le plus d'argent, pour faire du moyen. C'est ça qui me gonfle avec le MCU, c'est aussi ça qui rend difficile pour moi de l'attaquer, parce que c'est difficile d'attaquer quelqu'un en disant « Oh, ce que tu fais, c'est moyen ». C'est bizarre comme attaque. Mais le truc c'est que, comme jugement en tout cas, parce qu'il faut pas prendre tous les jugements comme des attaques. Mais c'est vrai que là pour le coup je le pense vraiment comme une attaque, parce que putain, quand t'as autant de millions entre les mains, faire des trucs, et quand t'as un tel matériau, parce que je suis pas un méga fan de comics, mais peu importe que ça a été créé dans un livre, dans un comics ou dans un film, il y a un univers qui est vachement intéressant dans Marvel, et il l'utilise finalement extrêmement peu. On a souvent les mêmes archétypes de personnages qui reviennent pour faire les mêmes archétypes d'histoire avec les mêmes archétypes de scénario MacGuffin. Et au final, c'est toujours très moyen et très ressemblant les uns avec les autres. Celui-là, enfin, est extrêmement neuf. Il y a que des choses que vous n'avez pas vues dans ce film. On n'a jamais eu ce scénario-là, par exemple, avec une espèce de ville extrêmement technologique cachée au milieu de l'Afrique depuis des années, parce qu'elle est basée sur une technologie particulière qui s'est développée en autarcie, en dehors de toutes les autres, de tous les autres pays, et qui est très isolationniste maintenant qu'il sait qu'il y a d'autres pays et que les rapports sont plus concrets et que le monde est plus lié entre eux, etc., etc. Enfin, les designs qu'il y a dans ce film, au niveau des décors, au niveau des costumes, les costumes, mon Dieu, ce degré de détail et de créativité, et très certainement inspiré de beaucoup de tribus africaines. Je crois d'ailleurs que c'est marqué dans plusieurs trucs, mais c'est vrai que
ça regorge de détails, ça regorge de choses, et visuellement c'est un film qui a de la gueule. C'est plus cette bouillasse grise avec des taches de couleur par-ci par-là que fait Marvel habituellement. J'ai jamais compris les jugements sur les Marvel, parce que les Marvel sont plus colorés entre guillemets, au sens où les couleurs sont plus saturées, donc quand il y a des couleurs, elles pètent un peu plus que dans d'autres licences. Pourquoi? Parce que ça rend beaucoup plus facile d'y voir les personnages, qui sont des points de couleur dans un décor qui est assez uni et assez banal, et qui finalement ne détourne pas l'attention des personnages qu'on continue à suivre parce qu'ils sont le truc le plus coloré et qui bouge le plus de l'image. Et là, enfin, on a un film qui a de la gueule, je veux dire, Ryan Coogler a toujours eu une façon de mettre en scène extrêmement intéressante, mais là, ça s'exprime encore plus, parce que justement, ça fait un contraste avec le reste des films. Juste la scène de course-poursuite de nuit entre Black Panther et Ulysse à Busan, en Corée, cet extérieur de ville avec tous ces néons partout, c'est là que le travail de la couleur de Ryan Coogler, il aime beaucoup les néons, les lumières, il aime bien mettre des halogènes partout dans ses décors, etc. Enfin, c'est un truc qui le passionne vraiment, et il fout toute cette course-poursuite dans une ville avec plein de néons partout, et du coup plein de couleurs, du rose, du vert, du bleu, du pourpre, tout ça qui se mélange dans une nuit un peu sombre, avec le personnage qui malgré tout ressort toujours parfaitement bien à l'écran. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Pareil, ce travail rien que de mise en scène, c'est tellement lambda la mise en scène d'un Marvel d'habitude, et lui, il te fait des putains de plans séquences, mais il y a des scènes de baston dans ce film qui sont dingues et qui sont justement entièrement plan séquence, mais en plan séquence avec les pouvoirs de personnages Marvel, et le plan séquence ne semble pas si truqué que ça. Il y a évidemment des trucages partout pour permettre aux cascades de se faire, etc. Mais le plan est extrêmement bien réalisé, tu as l'impression que c'est un plan séquence, et ça te donne une appréhension de l'environnement et des actions du personnage beaucoup plus intéressante. Quand tu vois Black Panther être en bas, voir une action qui se passe en haut, la caméra va en haut et va récupérer le personnage qui se bat en haut, tourne autour de lui, et ensuite on récupère on se recentre sur T'Challa qui est en bas, qui redescend vers lui, et lui qui saute pour atteindre un truc, et la caméra qui le suit ensuite, mais le saut du coup c'est le vrai saut Black Panther, quoi, donc qui va à fond la caisse, mais la caméra elle bouge toujours au même rythme, donc tu sens que le plan séquence est un rythme normal et que c'est lui qui agit différemment, donc c'est ça qui crée le contraste. Les scènes de baston sont dingues dans ce film, toutes les scènes de baston sont dingues, sont vachement bien chorégraphiées, sont extrêmement intéressantes, sont captivantes, sont très bien filmées. Et tout ce film est incroyablement bien filmé, de toutes les contre-plongées, toutes les plongées, justement, enfin, la 3D est vachement bonne aussi. Je me disais, avec Doctor Strange, on devrait avoir une 3D intéressante, avec tous les jeux, tous les machins. Il y en avait un petit peu, mais pas tant que ça. Là, pour le coup, c'est un film qui a pas toutes ces dimensions et ces machins, mais qui gère beaucoup mieux ce sentiment de plongée et de contre-plongée en 3D. Il y a un plan tout con, mais le plan de la personne qui est dans son immeuble et qui regarde quelqu'un en bas, et ben juste ce plan-là, avec la 3D bien réalisée, du coup le personnage regarde en bas, tu vois le sol, tu vois le lampadaire qui remonte vers toi, tu vois le truc, et tu vois tous les personnages qui sont en dessous, et tout ça est en profondeur et remonte vers l'écran. Ça te fait une 3D qui est magnifique, et toute la 3D généralement dans le film est plutôt bien faite. Je tiens à le noter parce que quelqu'un m'avait envoyé un message en disant la 3D a pas été lancée dans notre salle, donc on va l'avoir en 3D, on l'a vu en 2D du coup. Si ça vous arrive, parce que ça m'est déjà arrivé, allez voir le personnel, ils vont redémarrer le film et ils le relanceront là où vous voulez. Hein. Ça m'est arrivé pour Geostorm, et ils nous avaient rembobiné le film au tout début, alors qu'on a vu les 3 premières minutes en 2D, alors au lieu de les faire d'abord en 3D. Vu le film en plus, c'était con, mais bon. D'ailleurs à ce propos, juste un petit aparté, j'ai beaucoup de gens auxquels je faut que je fasse des coucous. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message aussi pour me dire qu'il y avait une mauvaise traduction quelque part. Un personnage parle de The Ancestral Planes, qui est en gros la dimension ou l'espace de nos ancêtres. Et apparemment quelqu'un, quelque part, a traduit ça par les avions ancestraux. Parce que Ancestral Planes, et planes peut avoir le sens de avion, mais aussi de dimension, surface, etc., quoi. Et du coup, voilà, c'était un petit peu con. Je ne l'ai pas eu dans ma traduction à moi. C'est pour le rassurer parce qu'il m'a demandé si c'était mal traduit chez moi aussi. Non, j'ai pas eu la mauvaise traduction. Et je passe le bonjour aux 4 personnes que j'ai croisées devant le ciné quand eux sortaient de la séance et que moi j'y allais, et aux 2 petits gars que j'ai croisés après ma séance à moi et avec qui on a discuté un petit peu du film, qui ont beaucoup aimé le film. Vous étiez très gentils et je vous passe le petit bonjour. Pour aller encore un peu plus loin dans le détail, mais vous avez compris, je pense, depuis le début, j'ai même pas fait de pause, mais vous avez compris que j'avais kiffé ce film. Oh, tiens! Pause! Voici la production! Parce que j'étais devant le film, je t'ai dit, je sens que ça va être génial. J'adore Ryan Coogler, le travail qu'il a fait avec Creed, et la bande-annonce m'avait déjà bien vendu du bois. Mais je me suis mis devant le film et je me suis dit, il y a un truc qui va me faire chier. Je sens qu'il y a un truc qui va me faire chier. Et là les lumières s'éteignent et elles mettent genre 10, 15 secondes avant de lancer le film. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi les lumières se rallument, enfin s'éteignent aussi vite, pourquoi le film se lance pas immédiatement après? Et dans ce que je lui ai dit, ils vont commencer avec une scène avant d'avoir mis les panneaux de production. Et ils l'ont fait
putain, alors ça passe pas trop mal, c'est vrai que c'est une intro, mais encore une fois, ça n'a aucun sens. Je vous en reparlerai vraiment en détail, avec démonstration à l'appui un jour. Mais ça n'a aucun sens. Mais peu importe. Je veux dire, rien à branler, quoi. C'est, la séquence est cool en plus. Enfin, c'est une séquence d'explication, d'introduction, d'exposition, où quelqu'un raconte, je crois que c'est son père d'ailleurs, le père de T'Challa, l'ancien Black Panther, qui lui raconte la légende des Black Panthers et de leur peuple. Et c'est un plan séquence entier, réalisé avec la technique, alors c'est un peu ce qu'ils avaient fait aussi avec Guardians of the Galaxy 2, c'est une technique qui, enfin ils ont des espèces de projections holographiques, et ça fonctionne avec des espèces de grains de sable, et ces grains de sable, enfin a priori c'est du vibranium, hein, des grains de vibranium, ça leur fait donc des hologrammes, mais des hologrammes physiques, concrets, quoi, c'est du sable qui est tenu grâce à, je sais pas, des aimants quelconques qui arrivent à faire des formes et tout, donc ils peuvent même sortir l'hologramme et le tenir dans leurs mains et tout, et en faire un vrai truc, enfin c'est très très cool. Et du coup ce truc là sert à faire tout cet habillage de présentation, donc on suppose, nous on le voit dans le film, c'est un plan séquence et c'est dans le film, on suppose qu'a priori c'est le vrai hologramme que le roi est en train de montrer à son fils pour lui raconter l'histoire, la légende, et c'est extrêmement bien fait, quoi. Et donc on commence comme ça avec ce plan séquence numérique, bon c'est beaucoup plus facile en numérique, mais quand même, enfin en plus non, pas tant que ça, il y a des trucs qui sont assez compliqués à enchaîner dans des séquences numériques entièrement. Donc vraiment c'est ouf. D'ailleurs ils sont chiants à mettre les génériques à la fin. Maintenant, ça c'est la nouvelle mode. Maintenant, c'est on met les génériques à la fin du film et non plus au début. Ça serait bien. Ça permettrait de mettre par exemple la production au tout début du film et ensuite un générique, par exemple. Mais ce générique-là aussi, qui est Mickey Mouse à la fin, était vachement cool. Il est très joli et très bien fait. Ils utilisent, vous savez, il y a des mecs qui font des sons et ils mettent des grains de riz ou des trucs spéciaux ou de la peinture sur les enceintes, et ça fait des formes en fonction du son qui est joué différentes. Et du coup ils ont fait ça aussi à la fin du générique, très joli encore une fois. La musique est ouf dans ce film. La musique est dingue, c'est un mélange de, je crois que c'est en gros tous les sons qu'ont créé les peuples africains, y compris lorsqu'ils ont été déportés de force hors de leur pays. Il y a à la fois des sonorités et des percussions et des chants africain, genre traditionnel, vraiment du chant de rituel, par exemple. Par exemple, un des trucs qui rend le film vachement cool, c'est la plupart des Marvel passent très très vite sur les choses. Quand on arrive au Wakanda, on a 4 ou 5 plans très longs, quasi plan séquence, et juste avant de te présenter la ville, t'as un long slow burn où tu sais que t'es dans le Wakanda, mais tu vois juste des gens passer un peu partout, tu vois pas la ville. Et donc t'as cette attente d'arriver dans la ville, tu sais qu'ils vont y arriver parce qu'ils t'ont dit, dans cette attente, tu crées l'attente de la ville, et pour créer l'attente en plus, au niveau de la musique, on rajoute l'espèce de chaman qui fait des et quand t'arrives enfin sur la ville, t'as un plan monstrueux avec un vaisseau qui avance assez lentement, le plan reste en séquence assez longtemps et tu vois parfaitement les détails de cette ville, tu vois parfaitement tous les petits coins, tous les petits bâtiments, tous les petits trucs, et t'avances derrière lui, et ça a l'air majestueux de ouf. Et donc c'est soutenu par la musique qui, à ce moment-là, du coup, redevient une musique orchestrale, parce que le but c'est donc de mélanger, et donc il va mélanger des sons tribaux avec une musique très orchestrale à la hollywoodienne, et en plus de ça, quelque chose de plus moderne, le son hip-hop, qui vient de la rue, mais aussi beaucoup de la communauté afro-américaine, et donc ils ont également intégré ces sons-là et cette culture musicale-là dans le film pour l'utiliser à différentes reprises, et ça donne une bande-son absolument géniale, quoi. C'est même moi qui suis pas très branché rap, R&B, tout le bordel, hip-hop, enfin tous ces sons très moderne. Enfin, c'est vrai que c'est pas trop mon style, je suis plus dubstep à la limite de la musique moderne, mais là pour le coup, enfin c'est juste tellement classe, c'est tellement incroyablement bien fait, bien composé, bien joué. Enfin, la musique de ce film était dingue, et ça aide encore plus à rendre le truc vraiment intéressant, quoi, et vraiment complet, vraiment riche. Enfin, c'était un bonheur, quoi, au niveau de la réalisation visuelle, au niveau des décors, des costumes et tout. Enfin, c'est un bonheur. Et au niveau des personnages, également, c'est un bonheur. On a donc T'Challa qui est un personnage extrêmement noble, qui se pose énormément de questions, mais qui essaye d'être le plus juste possible, et qui a vraiment une cause à défendre, et qui a un peuple à défendre, et qui a toute une tradition à défendre, mais qui veut aussi faire évoluer. Donc c'est un personnage ultra intéressant et fascinant. Une mère également très noble, après c'est pas le personnage le plus important du film, une sœur, alors j'ai un petit peu oublié le nom de la sœur, je sais que c'est Shuri, voilà, Shuri qui joue cette petite sœur, qui est c'est assez drôle parce que, alors déjà c'est souvent elle le comic relief du film, parce que cette fois-ci donc l'humour est beaucoup mieux géré que d'habitude. Je reviendrai parce que j'ai vu quelqu'un faire une remarque là-dessus sur l'humour, mais je vais la faire maintenant, je vais parler d'un personnage drôle. Le méchant les méchants vont aussi par moments sortir des petites répliques un peu sympas et un peu rigolotes.
mais généralement pour marquer leur côté déviant et leur côté fou. Et j'ai vu quelqu'un marquer sur internet que il y a encore de l'humour et qui désamorce les scènes. L'humour qui est dans ce film, c'est pas de l'humour qui désamorce les scènes, au contraire, c'est de l'humour qui est vachement plus réfléchi. Pour les méchants, c'est généralement monter leur côté méchant en montant qu'ils rigolent de choses qui sont en principe horribles. Et pour le personnage, alors il y a un des deux personnages, il se prend un coup de lance à un moment et il dit bien joué, bien touché. Et quelqu'un a fait c'était encore pour faire du ridicule. Et non, c'est au contraire, au contraire c'est la psychologie de personnage. Le personnage est tellement alors moins noble pour le coup, mais tellement égocentré, je sais pas. Ouais, tellement, il s'affirme tellement qu'il peut pas perdre la face. Même en étant été vaincu, il veut pas perdre la face. Et donc, pour ne pas perdre la face, il fait un commentaire, il admire le coup que lui a lancé son ennemi. Mais c'est clairement pas le truc qui est là pour qu'on se tape sur le bide à rigoler, quoi. Enfin, c'est la réplique pour te montrer que le personnage, justement, il a une psychologie telle qu'il n'arrive pas à s'avouer défait, quoi. Enfin, à s'avouer vaincu. Donc, c'est vachement intéressant, au contraire. Mais pour en revenir à Shuri, donc la sœur de Shuri, qui est donc la sœur de T'Challa, qui est un petit peu le Q du film, parce que c'est assez drôle, en fait, c'est une nana qui invente toutes les technologies qu'il y a au Wakanda, ou qu'il les met à jour, et le personnage est vraiment ultra drôle, et toujours des bonnes répliques, et toujours très bien senti, et toujours au bon moment. Jamais un moment où ça désamorce la scène, ou ça la rend moins intéressante. Donc là encore très bien fait. Okoye, la capitaine de la garde royale, qui sont d'une classe. C'est un gang de femmes qui ont la boule à zéro entièrement, mais des tenues magnifiques et des superbes lances, etc. Quand tu les vois arriver ensemble avec leurs lances et leurs machins, quand tu les vois se tenir droite pour leur roi, etc. Enfin, c'est d'une classe incommensurable. Elles sont magnifiques et le personnage est très noble et très travaillé aussi, parce que il y a un échange magnifique entre elle et un autre membre de la famille royale, où elle dit mais je suis là pour servir mon pays, et l'autre qui la regarde et ben moi je suis là pour sauver mon pays. Et la différence entre servir et sauver mon pays, et tu la vois qui est travaillée par ce truc là. Oui, putain, même un personnage secondaire a un vrai dilemme moral, quoi, bordel. Ça c'est un film bien fait et bien écrit avec des personnages intéressants, putain. Et puis il y a également Nakia, jouée par Lupita Nyong'o, actrice nommée aux Oscars déjà, et qui en a gagné un, il me semble. Je dirais pas que c'est le meilleur personnage du film, mais il est lui aussi extrêmement attachant, quoi. Cette nana est vachement attachante. C'est intéressant d'ailleurs, la première scène où on la voit, elle doit se faire sauver parce qu'elle a été kidnappée par pas Ulysse, mais un des hommes de main d'Ulysse, il me semble. Et donc elle doit être sauvée dans un fourgon. Et déjà elle est couverte entièrement, elle est voilée. Elle sort du camion, donc tu te dis ça va être la nana à sauver, quoi. Ça va être un peu la princesse à sauver. Et la nana te récupère un flingue ou une lance ou un machin dans le genre, et elle t'explose la gueule de tout le monde. Elle se défend très très bien toute seule. Elle avait juste besoin de l'occasion de choper un truc, quoi, pour se battre. Et vraiment, enfin du coup le personnage est vachement intéressant. Et tous ces personnages sont très débrouillards et très autosuffisants et très compétents. Professionnels pas au sens métier, mais formés, quoi. Ils savent ce qu'ils doivent faire et ils le font. Et c'est vachement intéressant. Ça fait des personnages qui sont très déterminés et très bons à voir, quoi. Le méchant. Alors parlons des méchants. Bon, deux trucs intéressants. Avant de parler aux méchants, il y a seulement 2 blancs dans le film. Mais c'est un film qui est quand même vachement international, qui prend en compte vachement de culture. On parle plusieurs dialectes africains, dont le Xora, putain, je l'ai noté quelque part. Xhosa. C'est des variantes de dialectes qui sont vraiment parlés. Il y a de l'Afrikaans aussi, d'Afrique du Sud, parce que le personnage de Ulysse vient d'Afrique du Sud en principe. Et il parle de Johannesburg à un moment aussi. Et donc c'est intéressant de voir que quand on fait un film entièrement d'un point de vue africain, parce que Ryan Coogler est afro-américain également, et quasi tous les membres principaux sont noirs, et tous les acteurs principaux sont noirs, on est conscient qu'il y a d'autres ethnies qui existent, qu'il y a d'autres couleurs de peau, et qui peuvent aussi être intéressants. Donc on leur donne également leur rôle, sans jamais être surpris ou quoi que ce soit qu'ils puissent faire quelque chose, ni leur en vouloir particulièrement. À un moment, on l'appelle le colon, parce que, on appelle un des blancs le colon, qui est le personnage de Martin Freeman, le mec de la CIA, là, qu'on a déjà vu dans Civil War, justement, je crois. C'est lui qui récupère Bucky, à la fin, Bucky Barnes.
Et donc voilà, on a deux blancs qui sont quand même dans des rôles intéressants et qui savent se débrouiller par eux-mêmes et qui apportent quelque chose au film. Ils sont pas relayés dans un coin pour mourir par exemple, ou pour ne servir à rien, ou pour qu'on soit oh salut, bravo, t'as réussi à faire quelque chose. Voilà, tout le monde est débrouillard à tous les niveaux quoi, et dans toutes les ethnies. Et donc il y a un côté très international parce que en plus de ces personnages, il y a aussi toute une séquence du film qui se déroule en Corée du Sud et où on parle également coréen et tous les acteurs, enfin certains acteurs parlent coréen dans les scènes avec de légers accents mais plutôt bien. Donc il y a vraiment un point de vue très ouvert quoi sur ce film qui justement est sur les questions de l'ouverture. Est-ce qu'on doit rester en isolation ou est-ce qu'on doit s'ouvrir à l'extérieur? Belle façon de poser la question en montrant l'extérieur et en montrant ce qui se passe quoi. Donc vraiment très bien fait et ça donne du coup quelque chose d'intéressant. Tout ça pour en venir aux méchants pour finir sur les personnages parce que enfin un bon méchant dans les Marvel quoi. Tu sais qu'il est méchant et tu sais qu'il applique pas la bonne méthode pour essayer de régler ses problèmes. Mais malgré tout quand tu connais son histoire, quelque part, t'as aussi un petit peu envie de le voir gagner, et t'as un petit peu envie de le voir arriver à ce qu'il a envie d'obtenir, et ce qui en fait l'un des méchants les plus motivés, et les plus motivants, et les plus intéressants qui a été présenté dans un Marvel, quoi. Les méchants, d'habitude, ils sont là pour avoir un intérêt à récupérer le MacGuffin, qui généralement n'a intérêt que parce que eux sont là, ou alors parce que, justement, il y a que le MacGuffin qui est important, donc faut mettre un méchant qui pourra être jarté vite fait comme ça pour pouvoir pour qu'on s'en foute après les autres films quoi. Donc ils essayent vraiment, c'est souvent de l'homme d'affaires qui veut faire un truc particulier. C'était le cas dans Iron Man, c'est le cas dans Ant-Man également. C'était aussi l'espèce d'homme d'affaires qui va avoir un truc. C'est aussi un peu le cas de Spider-Man Homecoming d'ailleurs. Hein. J'ai beaucoup de gens qui me disent c'est un méchant super original machin. Ouais, au final, c'est un homme d'affaires qui a envie de réussir. Le truc, c'est que c'est des affaires qui marchent pas, et c'est pour ça qu'il devient méchant, mais c'est aussi un homme d'affaires qui veut réussir. C'est un peu la même chose, quoi. Mais c'est vrai, il était un peu plus, je trouve pas tant intégré dans la vie quotidienne que ça, quoi, et donc pas si intéressant que ça au final. Mais c'est vrai qu'il était déjà un peu plus motivé. Il commence à se rendre compte qu'ils ont besoin de méchants importants, et là, vraiment, s'ils pouvaient reproduire cette formule, pas toujours, parce que si on a toujours la même formule, ça serait chiant, mais c'est très formulique, oui, c'est très normé, quoi, c'est très calibré un Marvel. Donc s'il pouvait au moins prendre les bons calibres, ce serait cool, quoi. Et là, ce méchant, il est intéressant, il donne envie de le suivre, il donne envie de le voir réussir. Il a ce truc aussi il a des scarifications un peu partout, il se rajoute des trucs sur la peau, et en fait il a une cicatrice par personne qu'il a tué. Et quand tu le vois au début, il a juste un bras, puis au bout d'un moment, il enlève son t-shirt et tu vois qu'il en a partout sur le torse, tu fais moyen très intéressant de montrer à quel point ce personnage a été travaillé, quoi. C'est juste visuellement, en plus c'est très cinématographique, c'est du show don't tell, il le dit aussi rapidement, mais du coup il donne jamais de chiffres, c'est juste visuellement tu vois tous ces points sur son corps et t'arrives même pas à les compter, mais tu te dis si on a à ce point là, c'est que t'as dû tuer un paquet de personnes. Donc c'est vachement intéressant, c'est un personnage bien construit et c'est cool, bordel de merde. Et puis en plus au-dessus de tout ça, il y a des thèmes qui sont vachement intéressants. Je veux dire, l'une des raisons pour lesquelles il se bat, c'est que justement il veut essayer d'inverser cette norme et la norme actuelle du monde entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et justement, ce film, c'est clairement une inversion de toutes ces règles-là, quoi. C'est un pays du Sud, un pays en principe pauvre, qui a un pouvoir incroyable, qui arrive parfaitement à tenir par lui-même, et qui du coup se demande s'il veut devenir interventionniste ou pas. En ce sens, du coup, inverser l'ordre du monde, quoi. On parle d'envahisseurs et d'envahis, on parle de choses dans ce genre-là, et c'est vachement intéressant. Il y a une scène en particulier qu'il met très bien en avant, la scène où le personnage justement de Killmonger est dans un musée sur justement l'histoire africaine, et qu'il y a cette gardienne de musée, ou cette nana qui fait la visite en tout cas, qui est en train de lui apprendre sa propre culture, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'il regarde ses masques, il sait très bien ce que c'est, et t'as cette blanche qui est là juste à côté, qui est là, oui, donc ça vient de tel pays, à tel siècle, et tel machin, etc. Et lui, il fait des petits commentaires en retour. Et c'est intéressant, du coup, de voir ce truc-là, quoi, de voir à quel point, vous voyez, ils ont récupéré notre truc, quoi. Ils en parlent justement du fait que les musées volent des objets, enfin, exposent des objets qui ont été volés plus tôt. Donc, il y a un commentaire dans tout ça qui est vachement intéressant, et c'est vraiment un film qui a quelque chose à dire, quoi, et qui est plus profond que le reste. Donc vraiment c'est incroyablement bien fait, et ce qui est vachement intéressant également, c'est qu'on sent toujours le danger dans lequel sont les personnages, qui est quelque chose qui est complètement absent des autres films du MCU. D'habitude tu sens jamais que le personnage peut être légitimement en danger et qu'il peut être dans une situation très grave. Ça n'arrive presque jamais parce que c'est un peu trop anxiogène, donc du coup on le fait pas. Et là pour le coup, je veux dire, à chaque fois qu'un personnage est en danger, tu sens qu'il est en danger et tu te dis qu'il peut mourir à n'importe quel moment.
Une des raisons, c'est que pour la plupart, on les connaît pas et on sait pas s'ils peuvent survivre ou pas. Et on n'a pas eu de film qui se passait plus tard, donc on peut pas le savoir qu'il y en a qui vont survivre ou pas. Mais la façon qu'ils ont de filmer les choses et la façon qu'ils ont de filmer les combats et ou comment les combats se déplacent et à quel moment est-ce qu'on arrive à tel ou tel point et que d'être au bord de précipice et tout ce genre-là, tout ça vraiment aide à sentir que les personnages sont à un cheveu de mourir et ça rend du coup le truc vachement intéressant. Et enfin, je vais réserver un truc entier pour ça, mais c'est vraiment la réalisation de ce film est incroyable, quoi. C'est la façon de réaliser. Donc je vous en ai déjà parlé, mais les plans séquences qui sont très travaillés, le travail des lumières, j'y reviens dans 2 secondes parce que justement je voudrais en dire plus. Mais au niveau de la caméra, donc il y a toute cette façon de filmer des plans très larges et filmés de façon intéressante en plongée en contre-plongée. Vous regardez n'importe quel plan de ce Black Panther qui est sur le Wakanda. Et ensuite vous regardez la bande-annonce d'Avengers 4. Et vous venez me dire que Avengers 4 est plus impressionnant que les plans qu'il y a dans Black Panther. C'est tellement ouf, à quel point juste élargir le cadre rend ça plus intéressant et plus beau et plus ouf, quoi. Il fait des plans beaucoup plus larges, des courses-poursuites en bagnole, alors que les frères Rousseau, ils auraient été collés à la vitre de la bagnole pour essayer de voir le truc. Lui, il fait des plans vachement larges, tu vois la bagnole arriver de loin avant de percuter une autre, ça fait des plans qui sont impressionnants parce que ça te fait sentir que tout ça est un vrai monde, un énorme monde qui vit, quoi, et qui est entier. Donc ces plans sont vraiment très intéressants. Il y a un travail de la caméra épaule également, qui était aussi très présent dans Creed, mais ça a toujours été très présent dans Creed, dans Rocky en général. Dans Rocky, on a toujours travaillé la Steadicam par exemple, et la caméra épaule du coup. Mais c'est vrai que ça fait partie vraiment du style de Ryan Coogler, qu'il avait aussi fait dans Fruitvale Station, qui était son premier film. Et si je ne dis pas de bêtises, et c'est vrai que ça rend du coup une certaine crédibilité à tout ce que tu vois ici. C'est important parce que vu que les décors sont extrêmement ouf, vu que tout ce qui fait le quotidien des personnages est très avancé technologiquement, etc. C'est intéressant du coup d'ancrer ça dans une certaine réalité avec par exemple ce travail de la caméra à épaule, tout en ne retirant pas le travail esthétique propre à Ryan Coogler, en particulier sur la lumière. Et c'est vrai qu'il y a des travails de lumière dans ce film qui sont ouf. Déjà, il y a un travail avec les sources de lumière créées par le vibranium qui est bleu, et comme il est dans la terre et dans certains trucs, et jusque à l'intérieur du corps de certains des habitants du pays, tellement ils sont entourés par le truc, ça crée du coup certaines lumières intéressantes, et c'est un travail de lumière bleue dans certains décors. D'ailleurs, il y a je trouve ça pas mal le côté, si tu baisses ton truc, t'as une ligne bleue qui brille quand tu es un vrai Wakanda, et ça prouve que tu l'es. Je trouvais que c'était intéressant de rajouter ça dans le film. Ils utilisent du coup, par exemple, ces lumières pour travailler le côté étrange de la technologie du Wakanda. Et il y a un énorme parallèle qui est fait pendant très longtemps entre les vaisseaux du Wakanda et des ovnis, parce que ça ressemble beaucoup au niveau du bruit que ça fait en se déplaçant, des lumières que ça crée, puis des formes qu'il y a sur le vaisseau. Ça fait du coup quelque chose de très ovni, et c'est vachement intéressant de travailler ça. Toute la scène dont je vous ai parlé où on doit sauver Nakia, la scène où on doit la sauver, elle se déroule presque entièrement dans la pénombre. Il y a quasi aucune lumière à part la lumière de la lune, et la scène est d'une lisibilité parfaite, y compris en 3D. D'ailleurs, c'est la même salle 3D où j'avais été voir le Star Wars The Last Jedi et que j'avais dit qu'il y avait un problème de 3D. Ils ont dû le corriger parce que là, nickel, lecture parfaite et 3D parfaitement profonde, enfin, tout ce qu'il fallait. Donc là encore, un travail intéressant de la lumière, quoi. Travailler une scène entièrement en pénombre et éclairée uniquement par la lumière de la lune, faut le faire, quoi. Faut réussir à rendre le truc. Bon, ils ont sans doute grugé certains trucs, mais il faut le faire et il faut réussir à le rendre. Et il y a également un travail incroyable dans la gestion de certains ciels. Notamment, le Wakanda est réputé apparemment pour avoir les plus beaux couchers de soleil. Et il y a des plans qui font justement tout pour avoir ce coucher de soleil dans le cadre et faire une belle image dorée et magnifique. Il y a un combat en particulier qui se déroule justement au coucher de soleil, et on a à la fois ce coucher de soleil qui se couche pour annoncer du coup que quelque chose de mal risque de se produire, et justement pour montrer que quelque chose de mal va arriver, on a le ciel gris qui arrive en même temps. Donc on a un ciel très nuageux et gris, avec malgré tout le soleil qui se couche au fond, et qui du coup illumine les choses, et du coup on a des contrastes de scènes qui ont ces nuages gris au fond, et les personnages éclairés par un lot doré sur le côté, c'est magnifique. Magnifique. Et là où ça se voit le plus, c'est la petite séquence mystique justement dans l'espace des ancêtres, où le personnage de T'Challa arrive au milieu d'une savane avec tous les ancêtres, et le ciel, je n'ai pas de meilleur terme, est fluo. C'est très très space. Je crois pas avoir vu beaucoup de films qui faisaient ça.
ça s'est déjà produit, mais là vraiment ça fait fluo quoi. Enfin, c'est l'impression que c'est soit un néon sur les nuages, derrière les nuages ou un truc, mais et c'est un bleu légèrement rosâtre par moment et un petit peu sublime, sublime avec des aurores boréales roses autour. Enfin, c'est vraiment, vraiment très très beau, vraiment une belle claque. Le Chadwick Boseman aussi, dans son rôle de Black Panther, il est parfait. Enfin, il tient parfaitement le rôle, parfaitement la noblesse, la posture, le regard, le jeu, tout. Enfin, il est au top. Et Michael B. Jordan, toujours aussi bon, quoi. Enfin, après Creed, c'était déjà pas une surprise, mais d'ailleurs, c'est rigolo quelque part. Le personnage qui joue dans ce Black Panther pourrait être une sorte de Creed inversé, quoi. Vraiment le côté négatif. C'est imaginer que Rocky ait eu la même motivation, mais pour un objectif beaucoup moins noble que juste réussir à survivre à une bataille. C'est quel pied, quel pied. C'est ouais, enfin de totalement vendu. Enfin, j'accepte. Si c'est pour faire des films comme ça, s'il y avait que des films comme ça dans le MCU, j'aurais jamais fait ma vidéo sur Marvel. C'est parfaitement géré. C'est une très bonne histoire. Et c'est pour ça que le Marvel Cinematic Universe a été créé, a été créé, et c'est à ça qu'il devrait servir. C'est pour montrer des univers aussi ouf et aussi nouveaux et aussi intéressants et aussi développés, quoi. Enfin, c'est incroyable la créativité et tout ce qu'ils affichent là-dedans. Enfin, c'est ouf. Et on peut me rétorquer par exemple Guardians of the Galaxy qui présente des trucs nouveaux, mais rien de très nouveau au final, c'est des colonies dans l'espace, des trucs... Bon d'accord, ça vit dans une grande tête de géant qui a été coupée il y a des années. C'est le truc original. Mais il y a un plan sur la tête géante, quoi. Ensuite on est à l'intérieur, et à l'intérieur c'est une caverne, quoi. Il y a rien de spécial, et puis on y reste 10 secondes, et les personnages sont des ploucs, et ils foutent des conneries, et ils font que dalle, et ils partent après faire autre chose. Et au final, la culture de ces trucs-là, tu les vois pas vraiment. La ville qui doit défendre à la fin de Guardians of the Galaxy, enfin, j'en ai rien à foutre, quoi. Là, le Wakanda, oui, j'ai envie que qu'il soit sauvegardé, quoi. J'ai pas envie que cette ville soit détruite. Enfin, c'est vraiment la ville d'utopie science-fiction, mais on n'a plus de ville comme ça depuis très longtemps parce qu'on n'est plus du tout utopiste sur notre avenir. Et c'est vrai que là, la ville du Wakanda, c'est vraiment ça, quoi. C'est l'utopie de science-fiction. Dans le meilleur des mondes, comment est-ce qu'on évoluerait? Et enfin, les visuels qui sont créés dans ce film sont incroyables et n'ont jamais été vus. Et cette histoire, enfin, à part dans les comics, n'a jamais été racontée. Donc, c'était sublime. C'était bien divertissant et prenant en même temps, drôle et en même temps sérieux, et tragique et en même temps victorieux. Enfin, c'est... Allez voir Black Panther. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.